Bonjour mes chers amis, toujours la même manière de vous saluer parce que vous me permettez d'entrer chez vous. Alors aujourd'hui, notre 10e émission, notre 10e leçon de français, la grammaire expliquée. Grammaire expliquée qui nous permet en réalité de bien saisir la nature de chaque mot que nous utilisons. Et par la relation des mots entre eux, nous avons la façon d'accorder nos mots. Alors, nous allons passer immédiatement par la grammaire expliquée que nous allons enlever d'ici pour nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que la semaine dernière, dans la dernière émission que nous avons exposée, nous avons parlé du pronom relatif et nous terminons aujourd'hui cette courte information sur le pronom relatif. Sur votre tableau ici, vous allez remarquer que le pronom qui, le mot qui, est habituellement sujet du verbe, tandis que le mot que sera le complément. Alors si vous regardez à cet endroit-ci, étranger, l'étranger qui me guide, allons peut-être ici, l'étranger qui me guide en son pays m'initie à sa culture. Et si je vais un peu plus bas, au deuxième exemple, ici, étranger qui me guide, initie-moi à ta culture. Vous voyez tout de suite qu'il y a deux façons de comprendre notre pronom relatif. Le pronom relatif a toujours un antécédent. C'est-à-dire, l'antécédent, ça signifie le nom ou le pronom placé devant. Antécédent veut dire qui vient avant. Alors, nous allons nous rendre immédiatement au tableau et nous allons constater qu'est-ce que signifient ces expressions d'antécédent et nous allons les reconnaître très facilement dans l'exemple que j'ai présenté ici au tableau. Allons directement à cet exemple et nous voyons, vous l'avez dans votre grammaire expliquée, l'étranger qui me guide m'initie à sa culture. S'initier, c'est s'entraîner, se mettre en valeur. Alors, l'étranger qui, et le qui a un antécédent qu'on appelle ici le nom. Étranger. Étranger est un nom et le qui est un pronom relatif. Si c'est un pronom relatif, il a devant lui un antécédent qui est un nom. Alors, l'étranger, on parle de quelqu'un, troisième personne du singulier. Le qui sera troisième personne du singulier. Et le verbe qui me guide, comme le qui, il est le sujet du verbe guide, alors à ce moment-là, le verbe guide sera à la troisième personne du singulier et le verbe guide sera avec la terminaison E. Le verbe guide avec la terminaison E, nous verrons les terminaisons. Première terminaison, les verbes en ER, E, ES, E. Nous verrons ça dans la prochaine leçon. Dans notre prochaine émission, nous reverrons les terminaisons E, ES, E pour les verbes en ER. Alors, qui veut dire que, tout de suite, on se rappelle que la leçon d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est la leçon sur les pronoms et la révision de tout ce que nous avons vu jusqu'à date. Et si quelqu'un en a échappé à l'occasion, nous aurons l'occasion de faire le ménage complet et de ramener toutes les leçons en résumé. Alors, l'étranger qui me guide, le mot guide est un indicatif présent. Je guide, tu guides, il guide.
Alors, indicatif présent, le sujet de guide, c'est le qui est à la troisième. Pourquoi? Parce qu'il remplace le mot étranger, la personne dont on parle. On parle de qui? De l'étranger, troisième personne, donc c'est la troisième personne. Et qu'est-ce qui m'initie à sa culture? C'est l'étranger. Et comme l'étranger est à la troisième personne parce qu'on parle de quelqu'un, initie est à la troisième personne avec un E. Initie, T-I-E, automatiquement, à sa culture. Si je prends le deuxième exemple et je dis « étranger, virgule, qui me guide, virgule, initie-moi à ta culture ». Regardez quand je dis « initie-moi à ta culture ». Pourquoi à ta culture? Parce que je parle à quelqu'un. Et quand je parle à quelqu'un, je dis « initie-moi », je te donne un ordre. Et étranger, c'est la personne à qui je parle. Si c'est la personne à qui je parle, c'est à quelle personne ça? À qui? Deuxième personne. Si c'est la deuxième personne, à ce moment-là, le qui sera à la deuxième personne. Donc, je parle à quelqu'un, deuxième personne, qui a un antécédent. Le mot qui vient avant est un nom. Je parle à quelqu'un, étranger, qui, deuxième personne, me guide, deuxième personne. Et le guide, G-E-I-D-E-S, je venais de dire tantôt que les verbes en ER, on verra les terminaisons E, E-S, E. Et la deuxième personne, E-S, tout simplement. Ça va, ça? Alors, on arrive avec le verbe. Qu'est-ce que fait le mot « me » ici? Le mot « me » qui est placé devant le verbe, il n'est pas le sujet du verbe. On ne regarde pas toujours tout juste en avant du verbe pour connaître son sujet. Vous vous souvenez, dans la dernière leçon, j'avais dit « ils nous regarderont ». Et quand j'avais dit « ils nous regarderont », comment vais-je écrire le mot « regarderont » ? Est-ce que j'écrivais « regarderont » avec le mot « nous » qui est tout juste placé devant? Pas du tout. Qui fait l'action de regarder? C'est « il ». Et « il est à la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe « regarder » va être à la troisième personne du pluriel. Et on mettra la lettre T. Parce que tous les verbes conjugués à la troisième personne du pluriel finissent tous par T, la lettre T, et non pas F. Ce n'est pas parce que « nous » est placé devant qu'on dira « regarderont » R-O-N-S. Mais bien, ils regarderont qui? Ils regarderont nous. Et c'est comme ça que nous comprenons notre français. Si nous nous habituons à reconnaître la nature des mots et la fonction, parce que quand je dis « ils regarderont qui? Nous », le « nous », il est un complément d'objet direct. Nous allons avoir occasion d'en parler bientôt. Je le rappelle de temps en temps, quand ça viendra, ce sera beaucoup plus facile, avec les participes passés surtout. Alors le mot « nous », ici, ils regarderont qui? Nous. Alors le mot « regarderont », O-N-T, parce que le sujet est « il », et le mot « nous » n'étant pas sujet, il est complément. Tout simplement comme ça. Ça va, ça? Alors, nous avons fait un peu cette petite synthèse de l'explication que nous avions donnée la semaine passée. Et je voudrais également dire un mot au sujet des participes passés, ou plutôt des pronoms relatifs avec le mot « lequel ». On va aller voir dans la grammaire, on va venir à la page 55. Venons à la page 55, si vous voulez, directement ici. On va aller la situer. 55, 53 et la page 55. Nous regardons ici un instant à propos des pronoms lequel, laquelle, lesquels, lesquels ou
auquel ou duquel. Alors, nous avons ici le mot auquel, le mot duquel et le mot lequel. C'est toujours Q-U-E-L, le mot quel, avec le ou à, laquelle, ou lequel, ou laquelle, ou du. Alors, vous avez toujours ces mots-là, et vous avez le pronom relatif auquel, dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Jetons un petit coup d'œil de l'autre côté. On va aller voir ici, et on va apercevoir des petits exemples. Le petit exemple, je vais vous le donner ici. Si vous voulez bien, on va revenir au tableau. Et avec le tableau, je vais vous donner l'exemple que vous allez être plus en mesure de lire ici. Alors, allons directement au tableau et on va aller voir l'exemple qui paraît dans votre grammaire et qui dit ceci. Les pays auxquels je me réfère sont prospères. Sont prospères. Et si je m'habitue à regarder tous les mots que j'emploie, je sais pourquoi je mets un S à prospère. Parce que le mot prospère est un adjectif qui donne une qualité à qui? Qui donne sa qualité au pays. Et le mot pays étant du masculin pluriel, pourquoi qu'il est du masculin pluriel? Pourtant, il a toujours un S, mais il a devant lui un déterminant article. Et quand il a un déterminant qui détermine que le mot pays est pluriel, l'adjectif qui donne sa qualité sera lui aussi du pluriel. Et je mettrai un S. Et le verbe sont est placé ici. Je me réfère. Je regarde le mot auquel ici. Pourquoi ai-je employé le mot auquel au lieu du mot qui? Pourquoi j'emploie le mot auquel? Parce que le mot qui, je l'emploierai comme sujet habituellement quand on aura une personne. Les jeunes gens qui m'ont salué, qui remplacent des personnes habituellement. Ou encore des choses, on va dire, les travaux qui se terminent ce soir, les travaux qui se terminent. Le qui, il est sujet. Il remplace soit un nom de personne ou même un nom de chose. Mais quand j'arriverai ici, non pas comme sujet, mais comme complément auquel a un antécédent devant le mot pays, alors je veux dire, je me réfère à quoi? Je me réfère à quoi? À auquel, mis pour les pays. Les pays, auquel pays je me réfère. Je me réfère à quoi? À quoi? Et c'est pour ça que j'ai au ici. À lesquels. À lesquels. À lesquels, au lieu de dire à les, je dis au. Vous vous souvenez de l'article défini contracté. Je vais au magasin, je vais à le. Je vais au magasin, je vais à les magasins. Aller est remplacé par au, A-U-X. Alors, ici, c'est la même chose. À lequel, à lesquels pays. Ça veut dire auquel pays. Donc, c'est un pronom qui est un pronom relatif. Il a un antécédent, pays, qui est du masculin pluriel. Le mot auquel s'écrit masculin pluriel. C'est pour cette raison qu'on emploie le auquel. On ne dira pas les pays que je me réfère. Pourquoi n'ai-je pas employé le mot que? Pourquoi que je n'ai pas employé le mot que? Parce que le mot que, il est toujours un complément d'objet direct. Est-ce que je peux dire je me réfère quoi? Je me réfère des pays? On ne se réfère pas des pays, on se réfère à des pays. On se réfère à quelqu'un. On ne se réfère pas quelqu'un, on se réfère à quelqu'un. Donc, ça ne sera pas un complément direct. Alors, pour employer le pronom, on devra inventer le mot quel, à lequel ou à lesquels, qui est remplacé par auquel. Et à ce moment-là, je me réfère à quoi?
à auquel. C'est ça, dans ce sens-là. Alors, vous avez le mot duquel, c'est la même chose. Si j'emploie le dernier exemple dans les pronoms relatifs, on va employer notre dernier exemple en utilisant celui que vous avez ici dans la page 55, c'est sans doute l'événement duquel je garde le meilleur souvenir. Alors, voyez-vous, là, le mot duquel au lieu de auquel, là. Alors, c'est sans doute l'événement, on prononce événement et non pas événement. On dit l'événement. On prononce l'événement habituellement, mais on écrit l'événement duquel je garde le meilleur souvenir. Et allons-y avec la logique, là. Le meilleur souvenir, on va regarder avec la logique, qu'est-ce que ça signifie? Je garde le souvenir de quelque chose, moi. Quand j'ai un souvenir à mon esprit, je garde le souvenir d'une randonnée que j'ai faite. Je garde le souvenir de quelque chose, Alors, si je garde le souvenir de quoi? De quelque chose, bien, de lequel? Du veut dire de le. Vous vous souvenez, je reviens du magasin. Si je dis je reviens du magasin, si c'était je reviens de la promenade, si j'ai un nom du féminin, mais si j'ai un nom du masculin, je reviens de le magasin, de le enlevé remplacé par l'article contracté du, etc. L'article contracté du magasin. Alors, quand je dis ici du, ça veut dire de lequel. Et le meilleur souvenir de quoi? De lequel. Lequel quoi? Lequel événement. Alors, quand on a le mot duquel, on le retrouvera quand on posera la question de qui ou de quoi. Alors, on aura à ce moment-là duquel, qui sera le pronom relatif qui a un antécédent, parce que l'antécédent est un nom, et vous avez votre pronom relatif qui est la même chose que le nom masculin singulier. C'est ici masculin, de le masculin singulier également. Si c'était les événements, comme ça, avec événements au pluriel, au lieu de lequel ou duquel, j'aurais dit de lesquels. Alors, au lieu de dire du, j'aurais dit des, quel, avec un S. Alors, je garde le meilleur souvenir de quoi? De desquels, mais pour les événements. Les événements au pluriel. S'il y en a juste un, duquel, je garde duquel événement. Alors, vous avez, à ce moment-là, votre explication très simple et très compréhensible de votre pronom relatif. Et pourquoi l'appelons-nous pronom relatif? Parce qu'il existe une relation entre qui? Le pronom relatif et l'antécédent qui précède le pronom relatif. Là, c'est un peu la façon simple de comprendre notre grammaire. Tout dans la grammaire s'explique. Tout s'explique. Alors, vous voyez là, dans le cas présent, le pronom relatif a toujours un antécédent. Les autres sortes de pronoms, ils avaient leurs caractéristiques bien particulières. Alors, s'ils avaient leurs caractéristiques très particulières, c'est qu'on va les revoir dans un moment, puisqu'on va faire toute une synthèse à partir de l'intermission, c'est-à-dire au milieu de notre émission actuelle, nous aurons à faire toute une synthèse de tout le début jusqu'à ce que nous venons de voir maintenant, puisque dans la prochaine leçon, nous allons aborder le verbe. Et pour être bien en mesure d'aborder le verbe et de bien écrire, accorder correctement le verbe, il nous faudra connaître les 4 premières natures très, très clairement pour être capable de fonctionner en toute simplicité et facilité dans l'application du verbe temps simple et temps composé. Il y a tout un travail de ce côté-là
dans les prochaines leçons. Alors, actuellement, nous avons ce que j'appelle là, cette synthèse que nous venons de faire. Synthèse, bien, on la refait de façon définitive puisque, après avoir fait cette synthèse, nous n'aurons plus à revenir. Non, nous ne reviendrons plus sur le passé. Là, nous allons mettre de côté tout ce que nous aurons vu des 4 natures de mots et nous passerons au verbe avec toutes les complications qui s'en suivent. Alors, à chacun de nous de faire en sorte que notre révision soit très, très, très importante. Très importante et très efficace également. Quand je regarde maintenant cet exemple, je vais donner un exemple au tableau et je vais faire cette synthèse pour vous permettre de revoir et reconsidérer tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 10 émissions. Alors, les 10 émissions, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement résumer ça en quelques leçons, quelques minutes plutôt, en quelques minutes. Et pour pouvoir être bien sûr de tout maîtriser, nous allons commencer immédiatement. Alors moi, j'écris ceci, et c'est ce que je retrouve dans ma grammaire à la page 57. On marque ceci. Pierre s'est blessé en jouant avec mon frère. Et quand vous écrivez ça, et quand vous lisez ça, vous pensez à chacune des natures de mots. Vous pensez au verbe ici, le verbe à la 3e personne. Vous voyez le participe passé. Ici, on n'insistera pas dessus, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Mais on y reviendra en jouant avec mon frère. Et après ça, celui-ci l'a amené chez le médecin. Point. On l'a soigné. Je le marque au complet puisque nous allons en même temps comprendre le pourquoi ces mots-là sont écrits de cette façon. On l'a soigné et il m'a appelé. Et je saute certains points en revenant chez lui. Certains ont critiqué. Certains ont critiqué mon frère. Mais ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas de sa faute. Cette blessure, et je marque ceci juste en terminant, que Pierre a subi. Que Pierre a subi est tout à fait involontaire. Alors, j'arrive avec ce texte-là qui indique tout un ensemble de pronoms qu'il est important de bien reconnaître. Alors, nous faisons une synthèse sur les pronoms. Synthèse sur les pronoms en vous rappelant. Je vous demande de ne pas oublier les 6 sortes de pronoms. Si vous ne vous rappelez pas les 6 sortes de pronoms, là, on se retrouve avec un petit problème. C'est que comment pouvez-vous les reconnaître si vous ne connaissez pas les 6 sortes de pronoms? Il y en a 6, on appelle le premier le pronom personnel, le deuxième démonstratif, troisième possessif, quatrième indéfini, le cinquième interrogatif et le sixième relatif. Alors, on se retrouve devant ces 6 sortes de pronoms. Quand on va rencontrer un pronom
c'est-à-dire un mot qui va remplacer le nom. À ce moment-là, il faudra être capable de le reconnaître. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous ne saurons pas comment accorder les mots. Alors, allons-y en regardant ces 6-là et en essayant d'aller chercher quel est le véritable pronom, soit personnel, démonstratif ou autre. On va retrouver également l'adjectif également. Alors, quand on aura l'adjectif qui sera lui aussi démonstratif, possessif, indéfini et interrogatif, à ce moment-là, on devrait être capable de savoir pourquoi lui est adjectif indéfini et lui sera pronom indéfini. Alors, faisons bien la nuance entre les deux. Alors, Pierre s'est blessé. Le « ce », qui est le « ce » ? Le « ce », c'est l'individu qu'on a nommé ici. Et le « ce », c'est Pierre, la personne dont on parle, c'est la troisième personne, et c'est le « ce », S-E, et non pas C-E, et non pas C'-E-S-T, parce que le « ce » ici, il signifie Pierre, la personne dont on parle, la troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, c'est celle-là. Alors, Pierre s'est blessé. Le « est », c'est « je suis, tu es, il est ». Donc, c'est E-S-T, s'est blessé. Il, troisième personne, il est blessé. Ne touchons pas au participe passé. On le verra dans quelques leçons, pas tellement loin. En jouant, et là, on verra également le mot « jouant » en parlant du verbe. En parlant du verbe, le participe présent. Avec mon frère. Regardez le mot « avec ». Qu'est-ce qu'il fait là? Si nous faisons la synthèse, nous parlons du mot « il s'est blessé en jouant avec qui ». Avec qui? On donne un complément. En parlant d'un complément, le mot qui amène un complément, ça s'appelle une préposition et qui est en position en avant du complément. Le mot en avant du complément est une préposition. Avec mon frère. Quand je dis mon frère, ça c'est un nom ici, ça désigne une personne. Si ça désigne une personne, le mot mon indique à qui il appartient le frère. Il appartient à moi. Donc, s'il appartient à moi, ça va être ce qu'on va appeler un adjectif possessif. Un adjectif possessif qui indique à qui appartient le frère, à moi. Celui-ci, mais quand je dis celui-ci, je parle de l'individu qui est tout proche, celui que je viens de signaler. Et celui-ci, c'est le plus proche, c'est lui. Alors celui-ci, pourquoi je dis celui-ci? Parce que je ne suis pas pour dire mon frère en répétant encore. Alors je vais dire celui que je viens de nommer. Et je vais dire celui-ci, comme ça remplace le nom frère. Il remplace le nom, il est un pronom. Et s'il remplace le nom en déterminant la personne dont on parle, alors on va le voir ici en le montrant. Celui-ci, et je le montre à part de ça. Alors, celui-ci est un pronom qu'on va appeler un pronom démonstratif. On le montre. Celui-ci. Alors, celui-ci, pronom démonstratif. Celui-ci, mon frère, l'a amené. A amené, c'est le verbe avoir et le verbe amener. Alors là, auxiliaire, on le verra un peu plus tard, amener le participe passé. Mais L', pourquoi que je n'ai pas dit elle a? Pourquoi je n'ai pas dit l'a amené comme ça, l'a amené? Si je dis l'a comme ça, il va y avoir un nom qui va suivre. Ou il va y avoir c'est un mot qui va remplacer un nom. Alors, l'a amené, le la ne remplace pas quelqu'un de féminin. Mais non, le frère l'a amené, il a amené qui? Le, mais pour qui? Mais pour Pierre qui s'est blessé. Alors, il a amené qui? Le, L'. Il le a amené. Il a amené qui? Le, mais pour, il a amené Pierre. D'accord? Chez le médecin. Alors, quand on a ici chez le médecin, le mot chez le médecin,
Qu'est-ce que c'est? Il l'a amené où? Vous avez un complément ici. Qu'est-ce que c'est que le mot qui amène un complément? On le dit ici, c'est une préposition. Et si c'est une préposition, alors il va amener le complément. Il l'a amené où? Chez le médecin, complément circonstanciel qui indique le lieu. Et c'est ce que nous allons voir en continuant tantôt, après notre petite intermission, puisque à l'intermission, habituellement, au milieu de notre émission, nous allons à un petit moment de détente, nous allons relaxer un petit peu. Et si nous relaxons un petit peu, nous allons parler aujourd'hui simplement d'un petit point que je vous avais signalé déjà. Je vous avais parlé déjà des rangs d'oignons. Rangs d'oignons. Quand on dit, par exemple, ils sont placés en rang d'oignons, d'où vient cette expression, ils sont placés en rang d'oignons? Moi, je suis certain que vous êtes en mesure de me dire qu'ils ont été placés un peu comme on fait dans les jardins. On met des radis en rang, ici. On met des oignons en lignée, un à côté de l'autre. Et on va placer des carottes, et on va les placer une à côté de l'autre. Alors, on va dire, ils sont placés un peu comme des oignons, quoi. Non, ce n'est pas la raison. La raison, c'est le fait que dans la ville de Blois, en France, dans les années à peu près de 1500-1580, plus précisément en 1588, le duc de Guise, en France, a été assassiné. Et c'est arrivé dans ce temps-là aussi. Il n'y a pas juste des assassinats aujourd'hui, il y en avait dans le temps. Et le duc de Guise avait été assassiné, c'est en 1588. Et qu'est-ce qui a été arrivé? On a décidé d'utiliser dans une grande salle que nous appelions la salle des États généraux. Nous faisions des rassemblements. Et il y avait souvent des repas qui étaient donnés dans cette grande salle-là. Or, qu'est-ce qui est arrivé? On a dit, vous, monsieur le baron d'Oignon, Doignon ou d'Oignon, c'était Artus de La Fontaine. Artus de La Fontaine qui était baron de la ville d'Oignon, une ville qui s'appelle Oignon. Et ce duc de La Fontaine, c'est lui qui avait ordre de disposer les invités à leur place, autour de la table. Et souvent, il les plaçait selon la grandeur et le respect que chacun devait avoir. Et comme il disposait ses invités dans un ordre bien précis, on a appelé ça, on a dit à un moment donné, sa fonction, lui, c'était de les placer en rang. Alors, quand on parlait après ça, avec expérience, on disait, « Ah, c'était M. Dognon. » Alors, c'était le M. Dognon, et ça a été placé, oui, ils ont été placés en rang d'oignon, c'est-à-dire en rang du baron d'Oignon. Et c'est le baron d'Oignon qui, lui, avait pris l'habitude de disposer ses invités. Alors, quand on dit « ils ont été placés en rang d'oignon », c'est-à-dire ils ont été placés d'une façon bien particulière. Mais ce n'est pas parce que ce sont des radis, des carottes et des oignons qu'ils ont été placés un derrière l'autre. Il y avait un ordre. Et le baron d'Oignon avait sa responsabilité pour recevoir ses dignitaires et il les disposait dans l'ordre que lui envisageait. Alors, quand il y avait à disposer quelqu'un, disposer les dons en rang d'oignon. En rang d'oignon, c'est-à-dire comme le baron d'Oignon les disposerait, quoi. C'était le sens. Et vous voyez comme c'est bien différent. On aurait peut-être pensé qu'il était question d'oignon. C'était pas question d'oignon, c'était le baron d'Oignon. Une autre petite connaissance qu'on vient d'ajouter à celle que nous avions déjà. Et la prochaine leçon, nous aurons l'occasion de parler de la vache espagnole. On parlera de la vache espagnole. Vous savez, quand on dit qu'il parle comme une vache espagnole, vous avez entendu déjà cette expression-là. Quand quelqu'un parle l'anglais, il parle en anglais comme une vache espagnole. Alors, on verra d'où vient cette expression, la vache expression, on parle comme une vache espagnole, à notre prochaine leçon. N'oubliez pas d'être présent, par exemple. Soyez bien présents avec nous et on aura l'occasion de pouvoir continuer à s'instruire comme ça en digressant un peu de notre français. Ça permet un petit peu de relax et ça nous permet de prendre une petite gorgée d'eau à votre santé, quoi. À votre santé, allons-y. Je vous remercie de m'avoir permis de prendre ma gorgée. Et maintenant, on est bon pour le 25-26 minutes qui nous reste
Et là, on maîtrise tout ce que nous avons vu jusqu'à date. Et vous pourrez dire à vos parents, vos amis, vos cousins, vos cousines, que la grammaire expliquée, là, c'est simple. Il s'agit simplement d'écouter. Et peut-être même, si vous avez l'avantage d'aller dans la librairie de votre région, allez chercher la grammaire expliquée et son cahier d'exercice qui a été imprimé par les éditions Beauchemin. Tout simplement, vous avez demandé Marcel Poirier, la grammaire expliquée. Et vous allez avoir toutes ces explications exposées dans votre volume. Et nous poursuivons. Nous étions rendus ici, et comme il était rendu chez le médecin, bien, il faut dire une chose, c'est qu'il a fallu le soigner. Et on a décidé de le soigner. Alors, on l'a soigné. Et le « on », est-ce que vous savez qui l'a soigné? Est-ce qu'il a été nommé l'individu qui l'a soigné? On ne sait même pas quel médecin. Alors, on l'a soigné. C'est peut-être une infirmière aussi. C'est peut-être une garde-malade. C'est peut-être un médecin. On ne sait pas. Donc, c'est un pronom qu'on appelle un pronom indéfini. On, O-N. C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, on ne le connaît pas. Pour ça que c'est indéfini. C'est un peu comme je disais toujours, quand je m'adressais aux élèves, j'étais dans la classe, alors j'allais à la porte et puis je frappais comme ça. Je disais, un instant s'il vous plaît, on frappe à la porte. Et je partais, puis j'allais à la porte, j'ouvrais la porte, puis je disais, on frappe à la porte. Parce que je ne savais pas qui. Alors je disais, on. Et comme j'ouvrais la porte, je disais, tiens, bonjour. Et là, comme je le connais maintenant, bien, je dis, François. Bonjour François. Et je dis, François, viens avec nous. Et François entrait. Comme je ne connais pas l'individu, je dis, on frappe à la porte. Mais quand je le connais, je dis à ce moment-là, savez-vous qui était à la porte? François vient de frapper à la porte. Alors je nomme l'individu. Jusqu'avant, je ne le connaissais pas, je disais on. Mais le moment où je le connais, je dis, François a frappé à la porte. Alors, si je savais qui était le médecin qui l'a soigné, bien, je dirais, le docteur X l'a soigné. Et je le nommerais à ce moment-là et j'enlèverais le « on ». Tant que je ne le connais pas, je dis « on-on » qui est le pronom indéfini. Et on l'a soigné. Que fait le L' ici? On a soigné qui? On a soigné qui? L'. Regardez le L' là. Et le L', c'est le ou la. Le ou la. Pourquoi j'ai enlevé le E puis j'ai mis l'apostrophe? Parce que le A est une voyelle et le E était également une voyelle. Deux voyelles côte à côte. Bien, il faut enlever une des deux et poser une apostrophe. À ce moment-là, nous enlevons la mauvaise prononciation. On le a soigné. On va dire on l'a soigné. Quand on rencontre ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Simplement de raisonner. Il s'agit simplement de raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on dit « on l'a soigné ». On l'a soigné, on a soigné, L' qui veut dire qui? Lui. Et qui c'est lui? Lui, c'est Pierre. Alors, Pierre est masculin. Donc, le mot « soigner » va s'accorder avec le masculin. On a soigné, et on verra ça, dans les participes passés, on a soigné qui? Le, lui, masculin, singulier, tout simplement. Et qu'est-ce que va faire le « et » ici? On l'a soigné et il m'a appelé. Alors, on l'a soigné, la première tranche, il m'a appelé, la deuxième opinion, la deuxième idée. Première idée, on l'a soigné, et après, il m'a appelé. Qu'est-ce que fait le « et » Il fait le joint. Il fait la jointure ici entre « on m'a soigné » et « il m'a appelé ». Alors, le « et » qui fait le joint entre ces deux propositions-là, ces deux idées exprimées, le « et » fait la jonction, on va l'appeler une conjonction. Et vous remarquez, nous sommes en train de faire la révision des 9 premières leçons que nous avons exprimées et exposées dans les semaines précédentes. Alors, la conjonction, ça veut dire qu'il y a une jonction. Et la jonction, c'est le « et », conjonction, entre « on l'a soigné », la première proposition, la première idée, et « il m'a appelé », la deuxième idée. Les deux idées ont été réunies par la
jonction, la conjonction « et ». Alors, on n'est pas même obligé d'apprendre toutes les conjonctions. Et, mais, ou, et, donc, car, ni, or, cependant, etc. On n'est pas obligé du tout de les apprendre. On regarde qu'est-ce que fait le mot dans la phrase. Si le mot joint une idée ici à une autre idée ici, s'il fait un joint entre deux idées comme ceci, alors ça fait comme on appelle ça une chaîne. Alors c'est un chaînon qui réunit deux idées. La première idée ici exprimée et la deuxième idée exprimée ici, ces deux idées-là sont réunies par une conjonction. Nous verrons plus loin, et avec les étudiants qui vont être certainement du degré secondaire, avancé et universitaire au cégep, de collégial, on va avoir à ce moment-là à distinguer la conjonction de coordination puis la conjonction de subordination pour nous permettre d'établir des phrases à 3 et 4 propositions à la fois. Chose que nous analyserons ensemble et nous utiliserons le moyen de la conjonction pour nous faire bien comprendre toutes ces lois qui régissent l'analyse logique et l'analyse grammaticale. Alors, il y a du pain sur la planche. Ça, c'est une autre expression, il y a du pain sur la planche. Hein? On verra peut-être également cette expression-là un bonjour. Alors, il m'a appelé le « il », on l'a soigné, et il, qui ça? Il, mon Pierre, m'a appelé, et il a appelé qui? Moi. Moi. Il m'a appelé. Et certains ont critiqué mon frère. Alors, certains ont critiqué. Qui est-ce qui ont critiqué? Il y a quelqu'un qui a fait l'action de critiquer. Qui l'a fait, cette action-là, de critiquer, là? C'est le sujet ici. Mais qui ça, certains? Est-ce qu'on les connaît, eux autres? Est-ce qu'on les a nommés? Mais nous, on ne les a pas nommés. On ne sait même pas qui, ça. Alors, certains, comme ce n'est pas tellement clair et précis, ce n'est pas défini, alors ça va être, est-ce qu'il y a un nom qui suit? Non, il n'y a pas de nom qui suit. S'il n'y a pas de nom qui suit, le mot certain est un pronom. Et si c'est un pronom, ça va être un pronom indéfini parce qu'on ne sait pas qui exactement. Alors, certains ont critiqué. Qu'est-ce qu'ils ont critiqué? Certains. Certains veut dire qui? Plusieurs individus. Alors, quelques individus, quelques personnes ont critiqué. Alors, certains indéfinis, pronoms indéfinis, et comme ils sont plusieurs, on met un S, et le verbe est à la troisième personne du pluriel. Ils ont critiqué mon frère. Pourquoi mon? Parce que ça indique le possesseur. Et si ça indique le possesseur, mon, il indique le possesseur. À qui appartient le frère? Il appartient à moi. Et qu'est-ce que j'ai? Un mot qui suit, c'est le nom. Qu'est-ce que j'ai devant le nom? Le déterminant. Vous vous souvenez, dans les premières leçons, première et deuxième leçon, nous avons amplement exposé notre théorie sur l'adjectif possessif. Et l'adjectif possessif, le déterminant, qui est ici adjectif possessif. Pourquoi l'adjectif possessif ici et non pas pronom possessif? Parce qu'il détermine le nom. Le nom est là. Donc, il n'est pas un pronom, il est un déterminant adjectif possessif qui détermine le mot frère en indiquant à qui il appartient. Le frère appartient à moi. Mais, ce n'était pas, etc. Mais, alors qu'est-ce que c'est que j'ai ici encore? Un mot mais. Alors j'ai, certains ont critiqué mon frère, mais ce n'était pas, etc. Là, je ne me rappelle pas les phrases. Alors, certains ont critiqué mon frère, première idée, mais, ce n'était pas... Bon, alors, c'est la deuxième idée. Première idée réunie avec la deuxième idée par une conjonction, et la conjonction mais, M-A-I-S. Et quand on rencontre le mot mais, M-A-I-S, il faut faire bien attention pour ne pas nous compliquer la vie avec le mot mais, M-E-S. Et là, je n'ai même pas à donner des tas d'exemples dans ce sens-là. C'est que si j'ai le mot mais ici, est-ce que le mot mais indique le possesseur? Il n'indique pas le possesseur.
S'il n'indique pas le possesseur, ce n'est pas un adjectif possessif. Si c'est le mot mais, M-E-S, c'est que je vais avoir un nom qui va suivre. Et le nom va être au pluriel. On va dire mes bas, mes souliers, mes cheveux. Alors, on va avoir un nom qui va suivre et qui indique à qui appartiennent les bas, les souliers, les cheveux. À qui? À moi. M-E-S. Et c'est ça, à ce moment-là. Alors, mais ce n'était pas, etc. Cette blessure, mais cette blessure, c'est cette blessure-là, là, qu'on montre, là. Alors, la blessure, on la montre, c'est un démonstratif. Alors, cette au féminin, parce que le mot blessure est féminin, et la blessure que Pierre a subie. Regardez le mot que qui est ici. La blessure que Pierre a subie. Alors, Pierre a subi quoi? Il a subi quoi? Et je pose la question quoi après. Quand je pose la question quoi au verbe, je pose la question quoi, j'ai comme réponse le mot que, qui est un complément d'objet direct. Si le mot que est un complément d'objet direct, il remplace qui, lui, le mot que? Le mot que remplace le mot blessure. Et comme le mot blessure est du féminin singulier, alors à ce moment-là, le que sera féminin singulier et le mot subi sera B-I-E, féminin singulier. Parce que le complément d'objet direct sera placé ici à l'avant. Et ça, c'est une loi que nous étudierons très sérieusement dans une couple de semaines, puisque nous parlerons des participes passés avec l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, participe passé seul, participe passé des verbes pronominaux et tous ceux-là, ils reviendront tous à ce moment-là. Alors, vous voyez tout de suite un peu comment s'analyse un texte. Un texte s'analyse en prenant chaque élément et en le disséquant, en sachant quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il est comme mot. Est-ce qu'il est un déterminant? Est-ce qu'il est un nom? Est-ce qu'il est un adjectif qualificatif, un pronom, un verbe, etc.? Est-ce qu'il a une fonction? Il a une fonction. Le nom a une fonction dans la phrase. Le déterminant a une fonction, il détermine. Le pronom a une fonction, il remplace un nom. Alors, tout ça, c'est à mesure à lire comme ça et à regarder. Et si vous vous posez toujours la question, tu es un petit qui, toi? Tu es un petit qui, toi? Alors, vous allez toujours être capable de comprendre le sens de votre phrase. Et votre phrase, habituez-vous à la reconnaître. Elle est toujours équilibrée. Toujours équilibrée. Mais vous remarquez ça des fois, il y en a qui me disent des fois, Marcel, ce serait fin que tu nous donnes un cours une fois sur la façon de rédiger une composition. Bon, très probablement qu'on aura l'occasion de montrer comment se rédige une composition. On prendra une heure, une bonne journée, dans quelque temps, quand on aura fini le grand ensemble, et on montrera comment établir un plan, comment rédiger une composition, comment présenter une lettre pour une secrétaire. C'est très important, savoir comment commencer une lettre, comment exposer le développement et comment arriver à une conclusion. Alors, quand on a un texte comme ça, comme on vient de l'écrire ici, et qu'on a, après ça, à avoir ici des groupes de mots, on a des groupes de mots. Comment on les retrouve, ces groupes de mots-là? On les retrouve toujours avec un mot qui va être très important, qui va être le verbe. Et c'est le mot le plus important. C'est le mot le plus important. S'il n'est pas écrit, il est sous-entendu. Et qu'est-ce qu'on a quand on a le verbe? On a le sujet du verbe. Le sujet qui, lui, va faire l'action habituellement que le verbe exprime. Et après ça, nous aurons ce qu'on appelle un complément. Alors, quand nous avons une phrase avec un sujet qui fait l'action, le verbe qui exprime l'action et le complément qui complète habituellement le verbe, nous avons une phrase très bien équilibrée. Et cette phrase bien équilibrée nous permet, en définitive, de bien comprendre toute cette phrase. C'est un petit peu comme une musique. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a une phrase musicale également? Vous sentez tout de suite qu'à certains moments, là, la musique achève.
et la musique se termine, et vous sentez que cette musique se termine. Pour quelle raison? Parce que, vous avez remarqué, il y a une phrase musicale, il y a des mesures, et quand les 8 mesures sont faites, il y a 8 autres mesures. On reprend un autre 8 mesures et un dernier 8 mesures, et on aboutit à une fin d'une phrase musicale. La phrase en français, le groupe sujet, le groupe verbe, le groupe complément, et c'est la phrase simple, ça. Alors, les natures de mots, les fonctions de mots que nous verrons plus en détail, et également la relation des mots entre eux. Et quand on verra la relation des mots entre eux, comme nous avions tantôt le mot « mais », qu'est-ce que j'avais avec le mot « mais »? J'avais une relation d'un mot avec d'autres mots qui étaient ici, et avec d'autres mots qui étaient ici. Et qu'est-ce que faisait le mot « mais »? Il faisait la jonction. S'il faisait la jonction, c'est qu'il réunissait les deux idées, et nous appelons ça une conjonction. Con qui veut dire cum, le mot latin cum qui veut dire avec. Une jonction qui est faite avec. Alors elle est faite avec quoi? Avec le premier terme et le deuxième terme. Ces deux mots-là, ces deux groupes de mots-là sont réunis par un mot que nous appelons la conjonction. Et si nous arrivons avec ce que nous appelons la préposition, qu'est-ce qu'on a la préposition? Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de préposition? On avait dit, tout simplement, qu'elle était en position en avant. En avant de quoi? En avant d'un complément. Alors, quand j'ai un complément, je vais dire « Je voyage à Québec ». Je voyage où? À Québec. Donc, c'est un complément. Je vous informe, je complète ma pensée en vous disant le lieu où je voyage. Et je voyage où? À Québec. Qu'est-ce que fait le « à » ? Il précède quoi? Il précède le complément. Le complément, Québec, tout simplement. Alors, on a une préposition quand il y a un complément qui s'en vient derrière ce mot-là. Alors, c'est une préposition. La préposition, la conjonction, nous avions vu également, nous avions vu les notions générales sur l'adverbe, nous avions vu les notions sur le verbe. Nous aurons occasion, bien entendu, de revenir à ces détails-là en les approfondissant davantage. Ça, c'est évident. Alors, pour le moment, disons-nous bien une chose, c'est que dans le cas présent, ce qui importe, c'est de reconnaître les mots. Mais pour pouvoir les reconnaître, il nous faut les connaître. Et c'est un petit peu sur ça que nous allons tranquillement terminer notre leçon. Comment avez-vous trouvé les 10 premières leçons, les 10 premières émissions? Comment les avez-vous trouvées? D'abord, en syntonisant votre poste de télévision locale dans votre région. Vous les avez trouvées comme ça. Mais comment les avez-vous trouvées également? De quelle façon les avez-vous conçues? Est-ce que vous les trouvez complexes, ces idées-là, ces informations? Est-ce que c'est devenu un peu plus clair maintenant? Est-ce que la grammaire expliquée vous permet, là, avec toutes les explications que je donne là, et que vous retrouvez un peu tel quel dans la grammaire, alors à ce moment-là, est-ce que c'est relativement simple? Je regarde ici, je tourne des pages, et si je dis, par exemple, je prends ici un exemple. Si l'expression 80 signifie 80e, le nombre 20 reste invariable. Par exemple, j'ai choisi la page 80 comme modèle d'écriture. Je n'ai choisi qu'une seule page, et c'est la 80e page. Et comme c'est la 80e page, dans les adjectifs numéros composés, on joint les nombres moindres que 100 par un trait d'union, sauf s'ils sont reliés par « et ». Exemple, 92, avec des traits d'union, et les traits d'union sont en couleur à part de ça. Alors, on reconnaît l'accord des mots et les signes par la couleur. 97, 33, 68. Mais on dit 21. Et le 21, le « et », ET en couleur, nous montre qu'il n'y a pas de trait d'union. Et ainsi de suite, comme ça. C'est un petit peu la façon simple de bien comprendre. Mais il reste une chose, par exemple.
l'explication est bien importante. Les explications au tableau sont très importantes, mais il restera une chose. Lorsqu'on aura à appliquer cette théorie, nous aurons à nous servir des exercices. Et les exercices ont ce très bel avantage, c'est qu'on nous permet à ce moment-là d'appliquer exactement la théorie. Et la théorie, si nous parlons du mot 20 et du mot 100, alors nous allons à l'exercice qui correspond à la théorie de la page 26. Et à la page 26, l'explication est donnée. Alors dans votre cahier d'exercice pour la page 26, vous avez l'exercice de 20, de 100 et de 1000. Et l'avantage, sans aller tricher, là. Ah là, par exemple, là, je vous demande une chose, il ne faut pas aller à la fin du cahier. Si vous allez à la toute fin du cahier chercher la réponse, bien, vous ne pourrez pas vous évaluer. Alors, vous faites votre exercice, vous allez à la fin de votre cahier pour vérifier la réponse. Si vous avez bon, vous vous donnez une bonne petite tape sur l'épaule, et puis vous vous dites, champion, mon petit, champion, madame. Et puis, vous êtes fier à ce moment-là. Si vous avez une erreur, vous repartez et vous revenez maintenant à l'exercice qui est plutôt la théorie qui traite de 20, de 100 et de 1000. Et en le lisant bien, vous allez être capable maintenant de dire, oui, c'est vrai, je ne l'avais pas bien saisi ou je l'ai oublié. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous frappez sur le clou, ça permet d'entrer le clou. Et si vous le faites avec votre théorie et vos exercices, vous aurez maîtrisé votre français. Et je vais terminer avec la petite parole que je vais vous transmettre, c'est qu'il y a 3 façons d'obtenir qu'une chose soit faite. 3 façons d'obtenir qu'une chose soit faite. Remarquez bien les 3. La première, c'est de la faire soi-même. La deuxième, c'est de payer quelqu'un pour la faire. Et la troisième, c'est de défendre à ses enfants de la faire. Bonjour.